Écoutez ma parole, vous qui voulez savoir. Par ma bouche, vous apprenez l'histoire du Mandé. Par ma parole, vous saurez l'histoire de l'ancêtre du grand Mandé. L'histoire de celui qui, depuis l'Est, rayonna sur tous les pays de l'Occident. Écoutez l'histoire du fils du buffle, du fils du lion, de Manga Sujata, de Mari Diatta, de Songolo Diatta, de Nare Manga Diatta, l'homme aux noms multiples contre qui les sortilèges n'ont rien pu. Sundiata était diplomate, pacifique et négociateur. Il a décidé de rompre avec des pratiques qui paraissaient tout à fait normales aux yeux des Malinké. Personne ne mettra le mort dans la bouche de son prochain pour aller le vendre. En 1936, bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une charte qui est proclamée, qui va prendre le nom de charte du Mandé, qui interdit effectivement l'esclavage. Le premier étage de Sundiata, c'est devoir donner au peuple malinké sa dignité. Le berceau du Mali, c'est ce qu'on appelle le Mandé. Le Mandé qui, originellement, était un territoire, un triangle entre Bamako, Kita, Kangaba en Guinée. Donc, c'est assez localisé. C'est ce Mandé dont Sundiata est originaire. Et quel originaire? Il est descendant des princes du Mandé. Dans cet espace dans lequel va se développer les grands empires, il est important de rappeler que le premier de ces grands ensembles, c'est le Ghana. Le Ghana, c'est en fait l'appellation que les auteurs arabes ont donnée à un royaume typiquement africain. L'histoire de ce royaume du Ghana, nous devrions dire nous, de ce royaume du Ouagadougou, est bien connue chez les Guesseré. C'est comme ça qu'on appelle les griots chez les Soninké. Les Guesseré ont bien conservé la mémoire de ce royaume du Ghana. Donc c'est le premier ensemble qui s'est développé dans cette zone-là, entre le Sahara et justement ce qui n'était pas tout à fait encore, n'avait pas la physionomie de ce que le Sahel a aujourd'hui. Sundiata était un roi diplomate, pacifique et négociateur. Sundiata est un roi qui a mis en valeur les valeurs sociétales du Mali, sinon le garant de la charte de Kouroukanfouga. C'est Diatta qui a fait l'homme du Mandéka, l'humain du Mandé. Grâce à son organisation sociale, le Mali, sinon le Mandé de la Gambie au Niger, des forêts tropicales aux portes du Sahara, a connu une stabilité pendant près de 1000 ans. Donc, Sundiata, en parlant de lui, en grosso modo, de sa naissance à sa mort, il a vécu 55 ans. 55 ans où il fut visionnaire guerrier. Il fut un révolutionnaire contre l'esclavage, la grande dictature. La légende raconte qu'il était handicapé. Mais à ce jour, on ne peut pas dire de quel handicap il souffrait réellement. Parce que, d'après la légende, il avait un handicap moteur. Il ne pouvait pas marcher. Et la légende raconte aussi qu'il avait cet handicap depuis la naissance. Donc, du point de vue scientifique, c'est difficile de concevoir qu'un enfant né avec un handicap moteur et que tout d'un coup, à l'adolescence, à 12 ans, 13 ans, qu'il se mette debout, gaillardement, et devenir roi. Du point de vue scientifique, c'est difficile à concevoir, mais puisque c'est la légende qui le dit, on l'accepte, sans qu'on ait aujourd'hui la possibilité de vérifier. On ne peut pas non plus dire de quel handicap souffrait-il réellement. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire.
n'avait pas une grosse pathologie cérébrale, il n'avait pas un déficit moteur important, et il avait une croissance normale. Et ainsi, à 12 ans ou à 18 ans, il peut se lever et marcher et devenir un grand guerrier, conquérir tout cet espace-là. Ce qui est sûr, nous pouvons l'affirmer scientifiquement, qu'il n'avait peut-être pas une polio et qu'il n'avait pas un handicap neurologique majeur. Les sociétés ont besoin de mythes pour avancer. Et donc il y a l'histoire, il y a la mémoire. Et les historiens ne confondent pas les deux. Et quand nous parlons d'histoire, nous parlons de traces. Et l'histoire de Soundiata Keïta, il y a des traces. Et nous parlons de mémoire, ça renvoie à des faits qui sont souvent... C'est pour ça qu'on parle souvent de légendes. Parce qu'il y a des faits qui ont été volontairement... on va dire, des récits qui ont été volontairement construits de manière symbolique, de façon à constituer, disons, des repères pour les générations futures. Et lorsque vous regardez ce qu'on appelle souvent la légende de Soundiata Keïta, l'épopée mandingue, vous voyez bien que on a là une construction qui, en fait, associe histoire, c'est-à-dire fait réel, avec des projections pour donner une espèce de référence aux générations futures. Lorsqu'on vous parle de Soundiata Keïta dans son enfance, qui n'a pas marché pendant 7 ans, et qui, comme ça, se lève, vous voyez bien la symbolique qu'il y a derrière, et qui un jour demande un bâton pour se lever, il en casse un certain nombre pour ensuite s'appuyer sur une barre de fer pour se lever. Ça vous montre bien... derrière ça, il y a un enseignement. C'est qu'impossible n'est pas malien. Et j'aimerais bien que mes compatriotes entendent ça aujourd'hui. Donc, il y a l'histoire, il y a les constructions qui sont des constructions de type idéologique, qui sont une espèce d'appareil dogmatique que toute société a besoin pour évoluer. Quand nous disons l'épopée de Soundiata, beaucoup pensent que ce qui est dit dans l'épopée, c'est ça, l'histoire. Non, l'épopée n'est pas l'histoire. L'épopée est de l'histoire à raconter pour que ça puisse plaire, pour qu'on puisse retenir et pour qu'on puisse transmettre de génération en génération. Je suis Djili Mamoudou Kouyaté, fils de Djili Yankouma Doua, maître dans l'art de parler. Depuis des temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service des princes du Mandé. Nous sommes les sacs à parole. Nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. L'art de parler n'a pas de secret pour nous. Sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Nous sommes la mémoire des hommes. Bala Faseke Kouyaté était le griot accompagnateur de Soundiata Keïta. Le Mandé ne le connaissait pas sous l'appellation Bala Faseke. Le Mandé l'appelait Djakouma Doka. Djakouma Doka, comme on le sait tous, au Mandé, chaque famille a son griot. Et Bala Faseke est de la famille attachée à la famille royale de Mandé. Lui, il était donné à Soundiata comme griot accompagnateur, conseiller. Quand Soundiata s'est exilé, son griot s'est retrouvé tout seul, Bala Faseke. Le griot dit, je m'appelle Djakouma Doka. Doka, fils de Djakouma. Ils m'ont dit, non, ça, c'est pas un nom. À partir d'aujourd'hui, moi, je te rebaptise. Je t'appelle Bala, qui veut dire balafon. Bala Fo Sege Kouyanté. C'est ça
Son nom, c'est ça même ce que ça veut dire. Joue du balafon, Ségué, car il y a quelque chose entre nous. Kouyanté, fin d'Obanté, il y a quelque chose qui nous lie. C'est ça qui donne Kouyaté. Bon, Bala, c'est le balafon. Joue du balafon, Ségué. C'est son nom, Ségué. C'est à partir de là que lui, il a pris le nom Kouyaté et il devient l'ancêtre éponyme de tous les Kouyatés du Mandé et les griots accompagnateurs du roi et les griots de la cour royale du Mandé. C'est ça, Bala Fassaga. Son histoire est connue de tout le Mandé. Tout le monde connaît cette histoire et il y a plusieurs versions de la vie de Bala Fassaga Kouyaté. Des explications que l'on donne. Bon, il y a quand même, ça fait quand même depuis le XIIIe siècle, hein. C'est pas aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup d'explications. Mais ce qu'on peut retenir, ce que personnellement je retiens, c'est que l'histoire de Bala Fassaga, c'est déjà le début de l'histoire de Soundiata. À la mort du roi, Soundiata et sa famille furent contraints de fuir à la recherche d'une terre d'accueil. Après des années d'errance, ils atteignirent le lointain royaume de Ménan. Là, personne ne vient de les chercher. Leur exil a duré, leur marche du moins a duré plusieurs années parce qu'au départ, personne ne voulait les accueillir. Ils ont même dû traverser le fleuve Niger et ils sont arrivés du côté de Ségou, donc dans le royaume de Méma où le roi de l'époque n'avait pas eu de fils. Il s'est pris d'affection pour Soundiata. Il l'a élevé comme son fils, en chef de guerre et en dirigeant, en meneur d'hommes. Et en quelques années, la réputation de Soundiata a fait le tour un peu de la région parce que c'était devenu un grand chef de guerre. Et à ce moment-là, il y a eu un nouveau conquérant qui menaçait le Mandingue, le Mandé, il y a les deux noms, qui menaçait donc le royaume du père de Soundiata, de feu son père, qui est Soumaoro Kanté. On disait de lui qu'il avait tué 9 rois et qu'ils portaient leur peau en guise de vêtements. Qu'ils avaient mangé leur foie et leur cœur pour s'approprier leur puissance. Qu'ils maîtrisaient la magie noire mieux que les sorcières elles-mêmes. Peut-être dire 2 mots de Soumaoro Kanté, parce que, je l'ai dit tantôt, Soumaoro Kanté était à la tête d'un royaume, le royaume du Soso, qui était un sérieux prétendant à la succession du royaume de Ghana dont je viens de parler. Alors, chaque fois que je dis Ghana, comprenez Ouagadougou. Parce que le nom africain de ce royaume, c'est Ouagadougou. J'insiste là-dessus. Donc, Soumaoro Kanté est le chef incontesté de ce royaume de Soso, qui prétend à la succession du Ghana. Et Soumaoro va développer une hégémonie réelle avant que celle-ci soit contestée par Soundiata Keïta. Soumaoro Kanté, le roi de Soso, a envahi les Mandés à 7 reprises. C'est pourquoi on dit, toujours chez nous, Soumaoro Kafo Mandé Massa Folo Ané Massa Dougré. Donc, l'ensemble des 12 royaumes se sont réunis et ils ont décidé de s'unir pour affronter Soumaoro parce qu'aucun des royaumes ne peut faire face à Soumaoro. Il fallait l'union des 12 royaumes pour lui faire face. Là, ils ont consulté les voyants. Les voyants ont eu à parler de Soundiata en rappelant qu'il faut faire appel à un homme d'une mère qui a beaucoup souffert. Donc, tous les critères répondaient que c'était Soundiata. Et c'est comme ça que la délégation fut dépêchée pour aller à la recherche de Soundiata à Méma. Les chasseurs d'Onzo, dont Soundiata était l'héritier, décidèrent qu'il était temps d'aller le chercher. Des ambassades furent envoyées dans toute l'Afrique de l'Ouest en quête de celui qui devait sauver le Mandé. Celui dont le destin avait été annoncé il y a bien des années.
Là, les chasseurs furent étonnés de découvrir qu'il n'y avait plus de traces de l'ancien infirme qui avait quitté le monde des années plus tôt. Le roi de Mema a mis une armée à sa disposition et lui, avec toutes les relations qui s'étaient tissées pendant son adolescence et sa vie d'homme dans la région, il a réussi à organiser une grande armée. Ils sont partis au Mandingue. Et là, il y a eu l'affrontement avec Soumaoro Kanté. Pendant que Sundiata combattait les armées de Soumaoro Kanté, j'avais été envoyé au royaume de Soso pour négocier la paix. Avec moi, il y avait Nana Triban, la demi-sœur de Sundiata, la seule qu'il avait toujours aimée. Nous pensions pouvoir négocier la paix avec Soumaoro Kanté. Nous nous attendions à tout de la part du roi sorcier, à des tortures, à des violences. Mais c'était bien autre chose qu'il nous réservait. Je te salue, toi qui t'assieds sur la peau des rois. Je te salue, ô toi qui portes des habits de peau humaine. Nana Triban, elle était plus forte, plus courageuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est pas un secret de dire qu'il existe quand même une assez grande misogynie dans l'historiographie africaine, même écrite par des Africains, où on ne valorise pas du tout le rôle de la femme, alors que dans les traditions orales, au contraire, on vous parlera de Sogolon Kedjou, parce qu'on dit que de cet enfant infirme, elle a fait quand même un bâtisseur d'empire. On vous parlera de Sassouma Berete, la belle-mère méchante, mais qui a été régente du royaume à la mort du père de Sundiata. Donc c'était une femme ambitieuse et c'était une femme aussi qui avait la haute main sur le Conseil des Anciens. Et donc voilà, elle a été en capacité de gouverner le temps que son fils grandisse et prenne effectivement le pouvoir. Il y a eu la sœur, la demi-sœur de Sundiata, qui a été sacrifiée, puisqu'on l'a envoyée comme présent à Soumanguru Kanté, en espérant que, par cette alliance, il renoncerait à envahir le Mandingue. Bon, ça a été peine perdue, parce que donc il s'est laissé séduire par cette jolie femme, cette jolie princesse, qui a accepté. Je ne sais pas si elles avaient vraiment leur mot à dire, mais elle ne s'est pas contentée d'être là comme une proie qu'on offrait à un roi, à un ennemi, mais elle a tout fait pour trouver le secret qui permettait à son peuple de vaincre ce tyran, cet envahisseur. Donc vous voyez, toutes ces femmes-là, elles ont eu un rôle, elles ont des personnalités différentes, elles ont eu chacune un rôle différent, mais toutes elles se sont battues
selon leurs propres moyens, pour essayer d'arriver à un objectif. Et ça, la tradition orale parle... Quand on évoque Soundiata, on parle forcément de ces femmes-là. Soundiata avait remporté de nombreux combats, mais il n'était pas parvenu à vaincre Soumaoro Kandé. Il était privé de celui qui parle et qui chante pour lui. Après les combats, les marches épuisantes, les privations, c'est toute son armée qui avait besoin d'entendre la voix de son griot pour reprendre espoir. Nous avions réussi à nous échapper, Nana Triban et moi. Ma présence allait redonner de la force aux troupes. Mais c'est le cadeau ramené par Nana Triban qui allait tout changer. Soundiata. Cet ergot de coq était le talent du roi sorcier. La seule chose au monde qui pouvait l'atteindre. La bataille finale allait pouvoir commencer. L'Empire du Mali est fondé par Soundiata Keïta après plusieurs péripéties, plusieurs batailles livrées, perdues et gagnées. Et la dernière c'est cette bataille de Kirina qui va voir la victoire de Soundiata Keïta sur Soumaoro Kandé. La bataille de Kirina contre les armées de Soumaoro Kandé s'annonçait comme la plus importante de toute l'histoire du royaume du Mandé. Pour Soundiata, c'était la victoire ou la mort. Soundiata avait vécu, souffert et grandi. Il n'était plus le garçon handicapé qui devait fuir son propre pays. Il avait en lui la force du Mansa, du roi des rois. La victoire militaire était totale. Et Nana Triban avait fourni à son demi-frère le moyen de se débarrasser définitivement du roi sorcier. Après la victoire de Kirina, Soundiata Keïta prit officiellement le titre de Mansa, roi des rois, premier empereur du Mandé ou empereur du Mali, comme certains l'appelaient déjà. C'est ici, à Kouroukanfouga, que Soundiata allait léguer au monde sa charte du Mandé. Ce qu'on met en avant, c'est deux conquérants qui vont s'affronter, mais on parle très peu de la question sous-jacente, qui est la question de l'esclavage. On veut garder cette image parfaite de Soundiata qui a souffert dans son enfance et qui est un grand conquérant, mais il est aussi prisonnier de sa culture et des contingences de son pays. La charte du Mandé, qui est contestée d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas vraiment si ça vient de lui directement ou si ça a été fait après par un conseil des sages, que c'était pour essayer de rétablir une concorde dans ce peuple qui avait été malmené, puisque maintenant les animistes et les musulmans habitaient le même empire, ils étaient citoyens du même empire, et qu'il a essayé justement de vouloir
abolir, entre guillemets, l'esclavage pour que les animistes se sentent en sécurité dans son royaume. Lorsque Soundiata Keita prend le pouvoir et fonde l'Empire du Mali, il y a une charte qui est proclamée, qui va prendre le nom de charte du Mandé, en 1236, donc après la victoire contre Smoro Kanté. On va édicter de nouvelles règles. C'est de cela qu'il s'agit. On parle souvent de constitution, mais il s'agit plus d'un corpus de règles, d'éthique, mais aussi de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, pour gérer autrement ce pays qui a souffert beaucoup du poids de l'esclavage, en tout cas de la servitude. Parce que ces rois télés vivaient souvent des razzias. Et c'était des guerres permanentes, des guerres sans arrêt. Et Soundiata a décidé d'arrêter tout ça. Et c'est en cela qu'il est véritablement révolutionnaire, parce qu'il a décidé de rompre avec des pratiques qui paraissaient tout à fait normales aux yeux des Malinké. Parce que Soundiata était un prince, il n'avait pas encore régné. Il est venu en tant que prince et il y a eu cette coalition autour de lui. Et ils ont édicté les principes fondateurs de ce qu'on appelle Mandé Kalikan. Mandé Kalikan, ça veut dire ce sur quoi le Mandé a prêté serment, a juré. Donc tous les Donso maîtres qui étaient là ont juré. Tant que nous détiendrons ça, tant que nous aurons arc et carquois, personne ne mettra le mort dans la bouche de son prochain pour aller le vendre. Donc c'était ça leur engagement, le premier engagement qu'ils ont pris entre eux. Et c'est ainsi que la chose a pris forme et c'est devenu ce qu'on appelle la charte du Mandé. Il fallait trouver un modèle de société qui répond à l'aspiration du Mandéka. D'où quoi? Puisque ces 12 royaumes se sont unis, donc les rois ne seront plus rois. Mais mieux vaut leur donner encore le pouvoir qui peuvent leur permettre de gérer leur royaume, même s'ils ne seront plus rois. C'est pour on les a appelés, on les a nommés les farins, ou d'autres disent francs, l'équivalent du gouverneur, je ne sais pas. Hein? Donc c'était la première fois où il fallait décentraliser les pouvoirs. C'est ce que Kouroukanfouga a donné. Puisque Diatta était contre l'esclavage, il a aboli l'esclavage lors de la charte de Kouroukanfouga. Et c'est lors de la charte de Kouroukanfouga qu'on a donné le nom Mandé aux 12 royaumes. L'élément historiographique qui, en tout cas, le plus établi, c'est celui du serment des chasseurs. C'est vraiment celui de 1222 qui interdit effectivement l'esclavage. Maintenant, la proclamation de la charte en 1236 s'inscrit dans un contexte d'établissement d'un ordre politique qui est celui d'un empire de Soundiata Keita, qui est fondé sur la guerre, qui est fondé effectivement sur la notion de captif, et qui en même temps est inscrit dans un contexte un peu différent de celui des chasseurs. C'est-à-dire que la fonction sociale des chasseurs, telle qu'elle est exprimée dans le serment de 1222, n'est pas celle d'un État ou d'un empire tel qu'il se constitue en 1236 et qui aura notamment des souverains qui feront des expéditions, des pèlerinages avec des captifs qui serviront par exemple de monnaie d'échange. Donc du coup, le rapport, je dirais, à l'humain n'est pas le même, mais le document fondamental reste celui du serment des chasseurs de 1222 qui effectivement interdit l'esclavage et plus qu'interdire l'esclavage pose déjà la question des réparations. Savoir que tout tort qui est fait à une vie humaine, tout ce qui est détruit ou cassé doit être réparé, restitué ou dédommagé. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de réparation qui, je pense, ici me semble extrêmement importante à mettre en avant. Je crois que la charte du Mandé, on doit en parler surtout en essayant de ramener ça dans la langue d'origine. Et quand on dit aujourd'hui charte du Mandé, pour le Malinké, ça veut dire le serment des Donso, des chasseurs traditionnels. Dans les livres d'histoire, on le met très peu, mais il y avait une espèce d'opposition entre le Mandé des chasseurs qui étaient, dit-on, esclavagistes, puisqu'ils travaillaient avec le commerce transsaharien,
où les arabo-berbères venaient se ravitailler en population noire dans l'empire du Mandingue. Ils prenaient de préférence des gens qui n'étaient pas islamisés, donc des populations qui avaient leur religion traditionnelle. Et Soumaoro Kanté, ça a été le seul roi suffisamment puissant dans la région pour essayer de défendre les populations qui étaient menacées par les chasseurs d'esclaves. Soumaoro Kanté, justement, s'est présenté comme un anti-esclavagiste, quelqu'un qui se battait contre cet esclavage-là et qui considérait que le Mandé ne pouvait pas prospérer tant que des Malinqués vendaient d'autres Malinqués. Il se trouve que le personnage de Soundiata Keïta a eu le même dessin. Donc quand on y regarde de près, on a la confrontation. En fait, dans ce choc Soumaoro Kanté, Soundiata Keïta, vous avez en fait, un choc entre deux personnalités qui, quelque part, ont souvent un dessin commun. Parce que Soundiata aussi s'est battu. Non seulement il a promulgué une législation contre l'esclavage, mais il s'est battu véritablement contre l'esclavage. À l'époque de Soundiata, l'islam n'avait pas encore pris ses quartiers comme on le voit aujourd'hui, n'avait pas pris ses quartiers chez nous. Soundiata n'était pas musulman. Il n'a jamais été musulman. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas rencontré les musulmans sur son chemin. Cette charte du Mandé va ensuite connaître une postérité un peu compliquée, puisque dans les années 1960, l'historien et anthropologue Youssouf Tata Cissé va démontrer qu'en réalité, cette charte qui aurait été proclamée en 1236 est en réalité un autre document qui est le Serment des chasseurs de 1222. Que donc il y a une confusion entre la charte de 1236 et le serment de 1222. Et que cette confusion a été quelque part liée à la tradition orale de l'histoire et au rôle des griots qui ont lié les deux documents de manière entre guillemets apocryphe. Un troisième élément de confusion qui va arriver, c'est que à la fin des années 90, un magistrat guinéen, donc Sirma Kouyaté, va notamment proposer une réécriture de cette charte du Mandé de manière entre guillemets actualisée, qui, elle, va être validée au niveau de l'UNESCO, inscrite notamment au patrimoine culturel de l'humanité. Et donc, du coup, on est vraiment sur des documents de source qui font débat entre historiens, mais l'élément fondamental de cette charte du Mandé, c'est que, et c'est comme ça qu'il faut l'apprendre, c'est qu'elle est vraiment la première constitution produite par des Africains de l'époque, on va dire, moderne et contemporaine, qui renvoie à la notion notamment des droits humains. Et donc, elle s'inscrit vraiment dans un contexte où on fait de l'humanité, on fait de l'élément humain quelque chose d'inaliénable, quelque chose d'invendable, et on met vraiment au cœur des enjeux de la cité les notions de fraternité, les notions de solidarité, de respect, de bienveillance, de tolérance, d'amour, de dignité, dans ce document-là. La charte, en tant que texte fondateur, comme tous nos textes fondateurs, sont des textes oraux. Ce sont des textes qui sont déclamés, qui sont enseignés, qui sont donnés sous le sceau de l'initiation. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ces textes-là sans avoir été initié au préalable. Surtout, on oublie un peu que l'Afrique n'a pas connu cette écriture universelle. Certainement, il y a eu des idéogrammes et autres où il y avait quelques gens qui savaient déchiffrer ça, mais on n'a pas connu cette écriture qui était scientifiquement et didactique, qu'on pouvait l'enseigner, des trucs comme ça. C'était pas comme ça. Donc il fallait donner plus de poids à l'oralité, puisqu'il fallait les garder. Donc c'est d'où sort aussi l'importance de l'oralité. Et pour en finir, l'oralité a plus de savoir que l'écriture. Quelqu'un qui est dans l'oralité, ses propos captent facilement. Il pousse les gens à l'écouter. Et c'est qu'à travers l'oralité qu'on peut faire accompagner la parole de la musique par le chant. Faire rire quand on veut, faire réfléchir quand on veut, faire peur quand on veut. Et après, créer l'ambiance
à travers l'oralité. C'est pourquoi nous tenons à l'oralité et c'est une de nos plus grandes valeurs aussi. Voilà. Je n'ai pas connaissance de traces écrites précises de ce serment. Maintenant, il est tout à fait... Enfin, l'histoire orale est une histoire assez compliquée, mais il y a quand même une certaine exactitude des versions orales qui tendent à penser... Alors, je ne sais pas si ce serait peut-être au niveau des manuscrits de Tombouctou, ou des manuscrits de Gao, ou des tarikhs, c'est-à-dire les récits qui étaient produits à cette époque-là, qui me laisse penser qu'il y a quand même eu, notamment, une jurisprudence qui s'est créée à partir de ces documents-là. Donc, à mon sens, c'est peut-être des champs d'exploration, mais je pense que dans les documents juridiques de l'époque, il est possible ou envisageable peut-être de trouver le serment des chasseurs de 1222 comme source juridique ou source jurisprudentielle. Donc, ce n'est pas tellement peut-être dans le domaine de l'histoire, entre guillemets, qu'il faudrait trouver ces éléments-là, mais plutôt dans les recueils ou les codes, des codes juridiques de l'époque. Donc, c'est vraiment, je pense, un travail d'archéologie, un travail d'exploration des sources qui reste sans doute à faire aujourd'hui. Les chasseurs déclarent: toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Le texte de la charte du Mandé fait 7 articles. Les premiers mots de la charte disent ceci: toute vie est une vie. Aucune vie n'est plus importante qu'une autre vie. Bon, ça, c'est des bases de la sacralité, de l'écologie. C'est dire que le chasseur, le dosso qui va à la chasse, a déjà une vision sacrée de l'acte qu'il va aller commettre. Parce que toute vie étant une vie, toute vie étant sacrée, la vie de l'animal qu'il va aller ravir, il faut qu'il prenne conscience que cette vie-là a la même valeur que sa propre vie à lui, chez Donzo. Mais qu'est-ce qui le pousse à le faire? Il faut qu'il l'explique à l'animal avant de l'abattre. Donc, c'est dire que tout est lié. Et le respect de la flore, le respect de tout ce qui est être vivant sur Terre, ce respect-là est dû à chaque être par le Donzo à travers la vision sacrée de l'écologie. La mare qui coule, le Donzo considère ça comme un don de Dieu, un don du Créateur, qu'il ne faut pas polluer, parce que si tu pollues aujourd'hui, demain tu vas boire où? Donc c'est des éléments comme ça qui sont là et qui font partie de la charte et qui guident les gens vers une certaine vision sacrée de tout ce qui peut nous mener à protéger notre environnement et à évoluer correctement. La charte du Mandé a été inscrite au patrimoine culturel de l'humanité. Je pense qu'elle fait partie effectivement des textes importants qui ne sont peut-être pas suffisamment valorisés parce qu'effectivement derrière il y a toute cette controverse sur les sources, l'origine, et qui devrait être davantage, je ne vais pas dire réactualisé parce qu'il y a déjà cette problématique de la réactualisation d'un document apocryphe, mais qui pourrait servir d'exemple, je pense, pour repenser pas mal de constitutions contemporaines. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire qu'il y a des sources du passé qui peuvent servir aujourd'hui au niveau de la manière de repenser nos États. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un enjeu, de soft power autour donc, de cette charte du Mandé entre pays africains d'une part et entre pays africains et pays occidentaux. Et troisièmement,
Je pense que le fait d'inscrire la Charte du Mandé au patrimoine culturel de l'UNESCO a été contesté par certains qui ont estimé qu'il n'y a pas eu de débat scientifique suffisant. Biaise quelque part le travail historique. Et donc là aussi, c'est un élément qui renvoie tout simplement au parti pris qui est fait derrière l'histoire et quelque part à la nécessité peut-être de mieux travailler le contexte historique de production des éléments de référence africaine. Donc pour moi, il y a une dimension pas forcément d'instrumentalisation, pas forcément de manipulation, mais je trouve que le débat qui est autour de cette charte, son inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO est en soi une bonne chose, mais n'est pas suffisamment accompagné, je dirais, de contextualisation, de clarification, de recherche sur l'histoire qui est derrière. L'interprétation qui est faite autour de ce document est aussi liée, je dirais, à un prisme un peu colonial et raciste. Et donc, on va voir apparaître des thèses qui vont expliquer que cette charte-là n'a jamais existé, qu'elle a été réécrite a posteriori par des historiens ou des militants qui veulent montrer la grandeur de l'Afrique et qui seraient influencés un peu comme par Cheikh Anta Diop, qui voudraient réinventer quelque chose qui n'aurait jamais existé. Donc tout ce discours un peu de décrédibilisation vis-à-vis d'un document dont on a quand même une source par tradition orale qui montre que bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien avant un certain nombre de textes constitutifs de l'humanisme européen, eh bien, on avait en Afrique des textes qui ont pensé cette conception des droits de l'homme. Donc, du coup, il y a vraiment une bataille qui est à la fois historiographique, qui est aussi politique et qui est aussi idéologique, qui est très particulière autour de l'histoire de cette charte du Mandé. Cette histoire du Mandé, c'est une histoire qui mérite d'être connue parce que, au-delà de l'histoire, elle donne une espèce de repère aux générations suivantes qui trouvent là des sources d'inspiration. Et je pense que nos artistes ont encore du boulot. Nous, historiens, on a du travail, mais nos artistes aussi ont vraiment des sources d'inspiration pour voir, quand vous voyez une chose que je n'ai pas dite, c'est lorsqu'on parle de Soundiata Keïta et de sa réussite et de son brio. Mais ce n'est pas un homme isolé. Une des forces de Soundiata Keïta aussi, c'est sa capacité à choisir les hommes avec qui il l'accompagne. C'est là aussi qu'on apprend vraiment l'humilité des hommes de valeur, mais qui sont prêts quelquefois à travailler pour le service pas de quelqu'un, mais d'une cause. Parce que Soundiata, c'est plus qu'une personne, c'est plus qu'une personnalité, c'est une cause. Le premier étage de Soundiata, c'est de devoir donner au peuple malinké sa dignité, de lui redonner sa dignité, de lui redonner sa grandeur d'âme, de lui redonner sa confiance, parce que c'était le plus grand empire qui venait de naître. Donc, tous les peuples qui étaient à l'intérieur de l'empire étaient considérés comme faisant partie du groupe malinké. Depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, l'histoire de cette période, qui est pourtant l'une des périodes, à mon avis, une période charnière, une période très importante de la longue durée de l'histoire africaine, cette période, aujourd'hui, de mon point de vue, depuis quelques années, a été délaissée. Alors qu'au moment des indépendances, et c'est pour ça qu'on n'écrit jamais l'histoire par hasard. Et quelqu'un disait, toute histoire est contemporaine. Ça veut dire qu'on écrit souvent l'histoire, pas souvent, très souvent l'histoire, en fonction des préoccupations du moment. Au moment des indépendances, cette histoire a été très prisée parce qu'elle a servi de levain au nationalisme africain. Et c'était normal. Il fallait réhabiliter ces peuples colonisés à qui on avait dénié toute histoire. Il fallait mettre
mettre à jour l'histoire de ces empires, qui ne sont pas des lieux de mémoire, comme avait dit quelqu'un à propos de Ganos. Ce n'est pas des lieux de mémoire, c'est des réalités vivantes et qui continuent aujourd'hui. Cette histoire, en plus, est dans un pays comme le Mali, où la tradition est très forte, Mali, Guinée, Sénégal, dans tous ces pays-là. Cette histoire, elle est présente dans le présent. Le passé est présent dans le présent. L'Afrique aussi a participé à la construction du monde, que partout, dans toutes les régions du monde, il y a pu avoir des personnages, des personnalités qui ont réussi à faire de grandes choses. Que par exemple, l'intelligence n'appartient pas à une seule couleur de peau, à une seule culture ou à un seul environnement géographique. Et que partout, si on s'intéressait davantage à ce qui se passe, comment s'est construit ce monde, on verrait que dans beaucoup d'autres régions, et surtout l'Afrique qui a été assez malmenée sur le plan des études historiques, et même sur ce qu'elle a pu apporter et qui a été niée pendant longtemps, on peut se rendre compte qu'on a eu aussi de grands hommes et de grandes femmes, et qui méritent d'être connus aussi bien que ceux qu'on nous met constamment en exemple et qui sont toujours occidentaux. Si Sundiata, son nom a traversé le temps, c'est parce que il a posé des actes qui ont durablement marqué et son temps, mais qui ont eu aussi en plus un impact sur les siècles qui ont suivi. C'est extrêmement important. Ça veut dire que c'était des actes forts. Dans cette Afrique précoloniale, il y a eu des hommes de génie qui ont réussi à faire de grandes choses, parce qu'il aurait pu se contenter, une fois qu'il a pu vaincre Somoro Kanté, il a récupéré les territoires du vaincu, voilà. Mais il a voulu faire un empire, il lui fallait un débouché sur la mer, il a envoyé ses généraux et ses lieutenants conquérir d'autres territoires, ce qui fait qu'il pouvait aller partout. Il était à la limite de l'Algérie d'aujourd'hui, il était à la limite de la Mauritanie, et l'Empire du Mali a fait du commerce avec l'Afrique du Nord. Et l'or, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'était un pays grand producteur d'or, il a développé aussi cette production d'or, arrivait jusqu'en Europe. Ce qui fait qu'il ne s'est pas contenté donc, de recevoir cette terre, de l'organiser, mais il a développé la culture du coton aussi. Voilà, il y a énormément de choses qu'il a faites. Et je pense que c'est une figure quand même extraordinaire à montrer en exemple aux jeunes générations. Le territoire mandé n'avait jamais été aussi vaste. Il ressemblait les 3 royaumes libres et les 12 portes du Mali, avec la charte qu'il avait édictée, basée sur les règles ancestrales de la confrérie des chasseurs. La société devint plus juste et plus prospère. C'est ainsi que l'Empire du Mali fut fondé et qu'il a rayonné à travers les siècles jusqu'à nos jours. Tolomba ya tolomba tamana fununa tambe yele ife tolomba ya tolomba bio ebi kadisa fama alama binyokonda feba badugo basigidia tolomba ya tolomba tamana funona tambe yele fe tolomba ya tolomba tota jata kalata nyewa tota simbo ite kalata nyewa dolo babe kundu wolo kundu kanja jata ba e sanunde wolo sanu nyaule.